Dans cet épisode, vous verrez des images difficiles à concevoir. La semaine dernière, les cataclysmes ont balayé la planète avec une force renouvelée. Nous allons vous montrer les plus anormaux d'entre eux et nous parlerons également d'un facteur qui, dans la situation actuelle, est considérablement sous-estimé par les scientifiques. États-Unis. Dans la soirée du 23 avril, la ville d'Enid, dans l'État de l'Oklahoma, s'est retrouvée à l'épicentre d'un puissant système dépressionnaire qui a provoqué une tornade dévastatrice. Avant même l'arrivée du tourbillon, la ville a été partiellement privée d'électricité, ce qui a mis hors service les sirènes d'alerte. Sous le grondement croissant du vent, un entonnoir a commencé à se former et les météorologues ont rapidement déclaré un niveau d'alerte rare. Tornado Emergency, un signal de menace directe de destruction et de victimes. La tornade qui a traversé Enid s'est révélée exceptionnellement puissante et durable. Sa force a atteint la catégorie EF4 avec des vents dépassant les 280 km/h. Elle est restée au sol pendant environ une demi-heure, une durée inhabituellement longue pour de tels phénomènes, et se déplaçait lentement, comme si elle cisaillait délibérément la ville. Sur son passage, une bande étroite mais extrêmement destructrice s'est formée. Des dizaines de maisons ont été endommagées, au moins 40 ont été totalement détruites, des voitures ont été retournées et des débris ont été projetés sur des distances considérables. L'étendue des dégâts semblait presque surréaliste. Certains bâtiments étaient transformés en ruines, tandis que des bâtiments voisins pouvaient rester presque intacts, ce qui est une caractéristique propre aux tornades de forte intensité. Le tourbillon a également touché un site stratégiquement important, la base aérienne de Vance, où des dégâts ainsi que des interruptions de l'approvisionnement en électricité et en eau ont été enregistrés. La base a dû être temporairement fermée. Cette tornade n'était pas un phénomène isolé, mais faisait partie d'un système météorologique plus vaste. Au cours de la nuit, jusqu'à 17 tornades ont été enregistrées dans la région. Des pluies torrentielles et de nouveaux orages ont compliqué le travail des sauveteurs. Une dizaine de personnes ont été blessées, mais heureusement, malgré l'ampleur des destructions, aucun décès n'a été signalé. Ukraine. Le 26 avril, un puissant front froid a balayé l'Ukraine, apportant avec lui une série de phénomènes naturels dangereux, des tempêtes de poussière et des vents violents jusqu'à la grêle et au blizzard. Le vent, dont les rafales ont atteint par endroits 30 mètres par seconde, a abattu des arbres, des lignes électriques et des panneaux publicitaires. Les conséquences du déchaînement des éléments ont été enregistrées dans 19 régions, où 1218 localités ont été privées d'électricité. Les régions de Dnipropetrovsk, Khmelnytsky et Kiev ont été les plus touchées par le vent. Les toits de dizaines de maisons d'habitation et d'établissements publics ont été endommagés, ainsi que des véhicules. Dans les régions de Volhynie et de Lviv, de la neige est tombée de manière inattendue. À Kharkiv et dans une partie de sa région, les intempéries ont provoqué des pannes d'électricité massives. La lumière a disparu dans presque toute la ville et tous les transports électriques, y compris le métro, ont cessé de fonctionner. L'approvisionnement en eau a également été perturbé. Dans plusieurs régions, des tempêtes de poussière ont eu lieu. Sur l'autoroute Kiev-Chop, la visibilité est tombée pratiquement à zéro, tandis que dans la région de Mykolaïv, le vent violent a soulevé une poussière rouge dangereuse provenant des bassins de boue locaux. À Vinnytsia, le vent fort a emporté un arrêt de bus, et sur les routes de la région, des arbres tombés ont bloqué la circulation. Alors que des conducteurs tentaient de dégager la voie, un autre arbre s'est abattu directement sur la cabine d'un camion. Kiev a été frappé par de fortes pluies accompagnées de grêle. Le vent a arraché des cadres de fenêtres dans des appartements. Un fragment du revêtement d'un bâtiment a endommagé le pare-brise d'une voiture en stationnement. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur. Dans le centre-ville, un monument naturel botanique vieux de plus de 150 ans, le marronnier d'Ivashchenko, a également été endommagé. Dans la région de Kiev, de graves dommages aux infrastructures ont aussi été enregistrés. Dans la ville de Vyshhorod, un coup de vent a arraché le toit d'une maison. Malheureusement, à travers le pays, les intempéries ont causé la mort de 3 personnes suite à des chutes d'arbres et 8 autres ont été blessés.
Thaïlande. Dans 19 provinces de Thaïlande, les incendies de forêt ne faiblissent pas depuis plus d'un mois. La situation est particulièrement critique dans le nord du pays, où plus de 1500 foyers d'incendie ont déjà été recensés. Le feu continue de se propager, enveloppant les régions d'un smog épais et causant de graves dommages à l'environnement et à la santé humaine. La situation reste complexe dans la province occidentale de Kanchanaburi, où 559 points thermiques ont été enregistrés. Un incendie majeur s'est déclaré le 21 avril dans le district de Mueang, et dès le lendemain, il s'est propagé rapidement à cause de vents violents. On avait l'impression que toute la montagne brûlait. L'extinction a été compliquée par les pentes raides, une végétation sèche et dense, ainsi que par l'inaccessibilité des foyers. En raison d'un niveau de fumée dangereux pour la santé, le parc national d'Erawan a été temporairement fermé au tourisme et au séjour. Les incendies dans le parc national de Tong Fa Phum, qui s'étend sur plus de 1200 km², ne peuvent être éteints depuis plus d'un mois. Il s'agit de l'un des massifs naturels clés de la région, abritant des animaux rares, tigres, éléphants sauvages, léopards nébuleux et chamois. Le feu cause des dommages considérables à l'écosystème. Les animaux quittent massivement leurs habitats. Beaucoup n'ont pas le temps de s'échapper et périssent dans les flammes. Quant à ceux qui survivent, ils s'approchent des zones habitées, créant des difficultés supplémentaires pour les résidents locaux. Selon les spécialistes, le problème majeur reste la forte sécheresse. Elle dessèche la couverture forestière, la transformant en un matériau hautement inflammable, ce qui accélère considérablement la propagation du feu. Russie. Dans la seconde moitié d'avril, la partie européenne de la Russie a connu une série d'intrusions de froid hivernal accompagnées de pluies verglaçantes, de chutes de neige et de vents d'ouragan. Le 20 avril, dans le district fédéral de la Volga, la température a chuté brutalement et la neige a commencé à tomber. Les intempéries ont sérieusement compliqué la situation routière. Sur l'autoroute M12 en Tchouvachie et dans la région de Nijni Novgorod, de nombreux accidents se sont produits, notamment parce que beaucoup de conducteurs étaient déjà passés aux pneus d'été. À Nijni Novgorod et dans sa région, selon les données du centre hydrométéorologique, l'équivalent de presque un mois de précipitations est tombé en 2 jours. Dans la République des Maris, la hauteur de la couche de neige a atteint 29 cm. En Tchouvachie, en raison des variations de température, la neige a été rapidement remplacée par une pluie verglaçante persistante qui a recouvert les arbres et les fils électriques d'une épaisse couche de glace. Sous son poids, les branches se sont brisées en masse. Les arbres tombaient sur les voitures, les maisons et les lignes électriques. Au matin du 21 avril, environ 60 pannes sur les réseaux électriques ont été enregistrées et une partie des districts s'est retrouvée sans électricité. Dans la région de Kirov, les précipitations n'ont pratiquement pas cessé pendant plusieurs jours. Et au 22 avril, des congères allant jusqu'à 32 cm se sont formés par endroits. À Kirov, en 5 jours de chute de neige, l'équivalent de 1,5 fois la norme mensuelle de précipitation est tombé. Une couche de neige temporaire a également été enregistrée par de nombreuses stations météorologiques dans le district fédéral central du pays. Dans le village de Cherusti, région de Moscou, des congères allant jusqu'à 11 cm se sont formés en 24 heures. Le 24 avril, un cyclone de tempête arctique s'est abattu sur la péninsule de Kola. Les rafales de vent sur la côte ont atteint des valeurs d'ouragan. Le mauvais temps s'est accompagné de chutes de neige et de blizzards avec une visibilité réduite à 200 mètres. À Mourmansk, en 2 jours, il est tombé près de 19 mm de précipitations, ce qui représente environ 70% de la norme mensuelle d'avril. La situation a été aggravée par le givrage et les variations de température, ce qui a entraîné des pannes dans le fonctionnement des infrastructures et causé de nombreux accidents de la route. Dans la nuit du 22 avril, dans le district de Novokuznetsk de la région de Kemerovo, un effondrement partiel d'un tronçon de l'autoroute Biysk-Novokuznetsk s'est produit. Au kilomètre 186, entre les villages de Yula et Kandalep, suite à la saturation des sols par les eaux de fonte, la chaussée s'est affaissée et a glissé sur le côté. La longueur totale de la section détruite était d'au moins 30 mètres et la profondeur de la faille d'environ 5 mètres. L'accident a pratiquement paralysé la communication avec 6 localités. Faute de routes alternatives, elles se sont retrouvées totalement isolées du monde extérieur. Un état d'urgence à caractère régional a été déclaré.
Au 24 avril, les spécialistes ont noté une dynamique négative. Au cours de la nuit, la route s'est affaissée de 20 cm supplémentaires. La circulation de toutes les lignes de bus, y compris les trajets vers la ville thermale populaire de Belokurica, a été suspendue. Japon. Le 20 avril, dans les eaux de l'océan Pacifique, près des côtes de Sanriku, un puissant tremblement de terre de magnitude 7,4 s'est produit avec un foyer à une profondeur d'environ 19 km. Les secousses ont été ressenties sur un vaste territoire, du nord-est de l'île de Honshu jusqu'à Hokkaido, et l'intensité maximale a atteint le niveau 5+ sur l'échelle japonaise, ce qui correspond à de fortes vibrations capables de causer des dommages aux bâtiments. Les secousses les plus violentes ont été enregistrées dans la ville de Hashikami, préfecture d'Aomori. Immédiatement après le séisme, une alerte au tsunami a été émise. Des vagues allant jusqu'à 3 mètres étaient attendues, mais les valeurs maximales enregistrées ont été d'environ 80 cm dans les ports de la préfecture d'Iwate. Dans les premières minutes suivant le séisme, les chaînes de télévision nationales ont appelé en urgence les habitants des zones côtières à quitter immédiatement les zones dangereuses. Les avis d'évacuation ont concerné plus de 170 000 personnes. Malgré la puissance du séisme, ses conséquences sont restées relativement limitées. Une dizaine de personnes ont été blessées, des perturbations dans les transports sont survenues, notamment l'arrêt des trains à grande vitesse Shinkansen et la fermeture temporaire de routes. Des dizaines de bâtiments ont également été endommagés. Il convient de noter que dans cette région, au cours des 10 dernières années, on observait un niveau de sismicité stable et bas, où le nombre de séismes d'une intensité supérieure à 1 sur l'échelle japonaise ne dépassait pas 5 à 15 événements par mois. Cependant, fin 2025, un pic d'activité sismique a été enregistré. Le nombre de secousses a grimpé à 60 événements ou plus par mois. À l'heure actuelle, cette activité reste stable et élevée. Le 22 avril, dans les montagnes du bourg d'Otsuchi, dans la préfecture d'Iwate, 2 incendies de forêt se sont déclarés. Dès les premières heures, des hélicoptères ont été déployés pour l'extinction, mais il a été impossible de stopper la propagation des flammes. Dès le soir du 23 avril, le feu avait détruit au moins 7 structures, y compris des maisons d'habitation. Au 4e jour, les réserves d'eau dans les bornes d'incendie et les réservoirs étaient pratiquement épuisés, et les volontaires ont dû combattre le feu littéralement à la main, avec des houes en battant les flammes pour les plaquer au sol. Il a également fallu utiliser de l'eau de mer. La superficie de l'incendie a augmenté de manière fulgurante. Au matin du 27 avril, le feu couvrait déjà 1618 hectares. C'est seulement la 3e fois que la surface d'un incendie de forêt au Japon dépasse les 1000 hectares, ce qui en fait l'un des plus importants de l'histoire moderne du pays. Malgré la mobilisation de forces provenant de 11 préfectures et la participation de plus de 1300 personnes, le feu continue de s'étendre. Les pompiers expérimentés notent une caractéristique extrêmement dangereuse des incendies de ces dernières années. L'un d'eux, ayant participé à la lutte contre l'incendie majeur d'Ofunato en 2025, en a formulé l'essence avec une précision extrême. Un incendie de forêt est devenu impossible à éteindre complètement. Au 24 avril, environ 30% de la population du bourg faisait l'objet d'une évacuation. Même en dehors de la zone à risque d'incendie, la vie était paralysée. L'air s'est rempli de fumée et de cendres. La visibilité a chuté et l'odeur de brûlé a pénétré dans les maisons. Les gens avouaient ne pas comprendre où évacuer ni à quoi s'attendre pour la suite. Sur fond d'avertissements concernant de possibles tremblements de terre après la puissante secousse de magnitude 7,4, l'inquiétude ne fait que croître. If a fire of this scale were to happen. 大槌町の山林の2カ所で火災が発生しました。 Dans les événements survenus au Japon, il y a un détail qui ne peut être ignoré. De plus en plus souvent, les incendies évoluent de telle sorte que leur comportement est difficile à expliquer uniquement par la sécheresse, la chaleur, les vents violents et d'autres facteurs climatiques habituels. Ces causes restent importantes, mais elles n'expliquent pas toujours l'ampleur des brasiers ni leur résistance à l'extinction. Plusieurs chercheurs attirent l'attention sur le fait que les foyers d'incendie coïncident souvent avec des zones de failles profondes de la croûte terrestre.
Dans ces régions, des gaz inflammables, méthane, hydrogène et autres produits de dégazage naturel, peuvent remonter à la surface. Dans ce cas, le feu reçoit une alimentation supplémentaire par le bas. Le dégazage est directement lié à l'activité sismique. Lorsque celle-ci augmente, l'échappement des gaz vers la surface s'intensifie. Ainsi, les récents tremblements de terre au Japon ont pu activer davantage les processus de dégazage et, par extension, renforcer l'intensité et l'ampleur des incendies. Pourtant, le facteur du dégazage naturel n'est aujourd'hui presque pas pris en compte dans les évaluations des risques d'incendie en tant que mécanisme potentiel d'intensification des feux de forêt. Face à la montée de l'activité sismique sur la planète, son rôle pourrait être considérablement sous-estimé. Le fait que de nouvelles anomalies soient désormais enregistrées dans divers cataclysmes naturels souligne à quel point il est crucial que les données scientifiques parviennent librement et rapidement aux chercheurs du monde entier, sans barrières ni restrictions. Ce n'est qu'en unissant le potentiel scientifique et les ressources que l'humanité pourra répondre plus efficacement aux défis du changement climatique.